Bonjour, ici Adam Tomicek. Si vous voulez découvrir quelques anecdotes intéressantes sur le Dakar et savoir ce qui nous donne tous envie d'y retourner, je vous invite à regarder sur Chouiat Motocycli. Bonjour, c'est encore Eliash et aujourd'hui nous sommes arrivés dans un siège-in hivernal. Adam, au Dakar, tu disais qu'il faisait trop chaud. Eh bien cette fois, tu n'as vraiment rien à te reprocher. Exactement. Au Dakar, il faisait parfois vraiment chaud, mais il faisait aussi parfois très froid. À Siechine, c'est l'hiver. L'hiver est bien là. Comme vous pouvez le voir, il est tombé beaucoup de neige, donc c'est vraiment un changement d'environnement à 100%. Quand tu es rentré à la maison, la différence de température était d'environ 50 degrés, n'est-ce pas? On est passé de plus 30 à moins 20. Comment ton organisme s'est-il adapté à ce changement? Tu sais, ça, quand je suis rentré, j'étais vraiment épuisé après toute cette aventure et tout ce qui s'est passé là-bas. Donc, les 2 premières semaines, à part les visites chez le médecin, je suis resté, à la maison, donc la température ne m'a pas vraiment affecté. Il fallait un peu reprendre son souffle et attendre que toutes les émotions retombent simplement. Et puis, je n'avais pas tellement envie de reprendre la moto parce que quand c'est l'hiver, on a quand même un peu moins envie de rouler. Oui, c'est vrai aussi et en plus, déjà en revenant du Dakar, je m'étais dit que j'allais faire une pause avec la moto pour un moment. En plus, la météo est ce qu'elle est, donc pour l'instant, heureusement, je ne ressens pas vraiment l'envie de reprendre le guidon. Tu as déjà 4 Dakar derrière toi. Tu as souvent répété que c'est pour toi, comme pour la plupart des motards, la réalisation d'un rêve. Dis-moi, tu te souviens de ce que tu ressentais avant ton premier Dakar? De la peur. Avant tout, c'était de l'incrédulité que j'allais vraiment y participer, que je partais pour un événement aussi grandiose. Le Dakar, c'est un immense défi. Il faut s'y préparer toute l'année, c'est constamment dans un coin de la tête. Chaque mois, la pression augmente, donc c'est sûr que la première fois était la plus stressante, avec le plus d'inconnus. Maintenant, j'ai un peu plus d'expérience, mais avant chaque départ pour le Dakar, il y a toujours beaucoup de stress et d'inquiétude. Et en réalité, le défi est immense, on se prépare, mais ce qui va se passer sur place, on ne le sait jamais vraiment jusqu'au bout. À ce moment-là, tout s'est passé très vite parce que c'était le rallye du Maroc, si je me souviens bien. Oui, à l'époque, tout a été organisé à la dernière minute. Je n'avais absolument aucune expérience avec une moto de Dakar, ni avec les courses d'endurance. Pendant toute l'année 2016, lors de la compétition Megana Megawassi, l'information est apparue qu'il y avait une chance, qu'il y aurait une place, qu'il y aurait potentiellement la possibilité de participer au Dakar. Mais pour être accepté sur la liste, il fallait avoir terminé la Coupe du Monde et simplement faire ses preuves dans ce genre de compétition. Donc, juste après la saison principale, je suis rapidement parti au Rallye du Maroc, puis directement du Rallye du Maroc aux 6 jours en Espagne. Et après les 6 jours, ben, j'avais encore un championnat d'Europe. Donc, en fait, j'y suis allé sur le vif, sur le vif. Et voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise? Eh bien, ça se passait plutôt bien. Il n'a pas manqué grand-chose, mais il a quand même manqué quelque chose. Comme tu le dis, tu as participé à de nombreuses disciplines. Et tu te souviens qu'est-ce qui t'a le plus surpris lors de ce Dakar? Le premier? Parce que les rêves, c'est une chose, mais quand tu arrives sur place, c'est quand même ce que tu t'es toujours imaginé. Il arrive ce moment de vérification. Eh bien, c'est sûr, c'est surtout la température qu'il y a là-bas, l'environnement en général. C'est vraiment quelque chose de totalement différent de ce qu'on peut rencontrer en Europe et surtout les heures passées sur la moto, oui. Malgré tout, bon, même si on s'entraîne sur de longues distances, disons que ce soit même 5 ou 6 heures d'entraînement, une fois que tu as terminé, tu rentres à la maison, tu manges quelque chose de bon, n'est-ce pas? Tu as ton propre lit, tu te reposes tout simplement, alors que là-bas, à partir du moment où tu quittes la maison, tu es tout le temps sur la route et tu parcours sans cesse des kilomètres et il n'y a pratiquement aucune possibilité de se reposer normalement, n'est-ce pas? Même lorsque tu te reposes, dans le meilleur des cas, tu te reposes dans le camping-car, autour duquel les mécaniciens travaillent en permanence, testent des voitures, des motos, les groupes électrogènes tournent, et ainsi de suite. Donc, dès qu'on quitte la maison, on est constamment en déplacement, et je pense que c'est ça le plus difficile. Et c'est seulement lors de cette compétition que ça se passe ainsi, parce que même lors d'une manche de la Coupe du Monde, la base est au même endroit. On a un hôtel, on fait une boucle, puis on retourne dans une chambre et on a le temps de se reposer.
Ici, toute la ville, tout le monde est constamment en mouvement, donc c'est fatigant pour tout le monde et c'est certainement ce qu'il y a de plus difficile. Alors, en mettant de côté la conduite, la navigation et tout ce qui se passe strictement sur la spéciale, c'est vraiment le fait qu'il y a très, très peu de temps pour tout et qu'il faut sans cesse se déplacer, il faut tout le temps rouler, il faut simplement vivre sur la route. Comme tu l'as déjà mentionné ici, tu as commencé par le motocross, il y a eu l'enduro, le hard enduro. On peut dire que tu as ça juste à côté de chez toi. Tu as aussi essayé les rallyes Baja. Dis-moi, laquelle de ces disciplines aide le plus dans les rallyes longue distance comme le Dakar? Eh bien, qu'est-ce qui aide le plus? C'est certainement le plus grand nombre possible de kilomètres parcourus simplement avec le roadbook, mais aussi en compétition, oui, parce que s'entraîner avec le roadbook juste en dehors des courses, c'est bien aussi. C'est certainement un très bon entraînement, mais tous ces appareils GPS et le passage des waypoints, on ne les retrouve vraiment qu'en compétition, comme c'est effectivement le cas lorsqu'il faut ensuite participer au Dakar. Donc, c'est sûr que le nombre de kilomètres parcourus et les compétitions de rallye tout-terrain, c'est ce qui compte le plus dans tout cela. Et il faut passer beaucoup de temps dans le désert. Quant à tous les entraînements, que ce soit en enduro, en motocross, etc., il me semble qu'ils développent beaucoup plus d'autres compétences. Techniquement et en tant que motard, cela t'aide à mieux maîtriser la moto pour rouler plus vite. Mais malheureusement, au Dakar, il y a encore beaucoup d'autres aspects qui influencent ensuite les résultats. En réalité, la capacité à aller vite sur les bosses ou la vitesse en virage, ce n'est pas quelque chose de vraiment crucial dans ce type de compétition. Là-bas, il faut avant tout rouler prudemment, savoir lire le terrain et se concentrer sur la navigation. Et la vitesse de conduite est en réalité secondaire dans ce type de compétition. Alors, comment se préparer au mieux pour le Dakar? Beaucoup d'entraînement physique et autant de rallyes que possible au cours de l'année. C'est aussi bien, si c'est possible et que la santé le permet, de partir, par exemple, en novembre ou en octobre, ou de rester après le rallye du Maroc, ou tout simplement d'essayer de rouler dans un terrain qui sera ensuite similaire à celui du Dakar. Dans mon cas, plus on passe de temps en plein air, plus les yeux s'habituent, plus on s'habitue soi-même, et ensuite, tout devient un peu plus facile sur le Dakar. Cette année a été particulière. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de se préparer comme tu viens de le mentionner, mais tu fais partie de ces personnes. Tu es un compétiteur qui s'entraîne très dur, qui est coriace et qui ne lâche jamais rien. Je le sais car j'ai eu l'occasion de le voir de mes propres yeux plus d'une fois, ce qui souvent n'est ni visible ni entendu dans les médias et dont on ne parle tout simplement pas. Donc je voulais te demander comment tu t'es préparé car l'année elle était particulière avec des possibilités très limitées. Comment t'y es-tu pris? Je sais aussi que tu as abordé l'édition de cette année d'une manière un peu différente. Oui, eh bien, c'est un peu la vie qui m'y a forcé, un peu la santé, un peu toute la situation qui règne dans le monde. Et tout simplement, pendant mon voyage au rallye d'Andalousie, j'ai aussi participé auparavant au rallye Baja. Et je suis resté plus d'un mois justement dans la région du Portugal où j'ai beaucoup roulé avec le roadbook. Toutes ces choses liées à la vitesse, tout ce que ces endroits offrent et qu'on ne trouve pas chez nous, j'ai tout pu l'expérimenter là-bas et vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à rouler. Je n'ai pas forcément eu l'occasion, tout simplement, d'aller rouler dans le désert avec une grosse moto. Et c'était vraiment important pour moi que si je devais partir à l'étranger, ce soit pour m'entraîner sur une grosse moto. Et puis il y a eu le rallye d'Andalousie où j'ai terminé à la 10e place. Et donc, les conclusions qui en sont ressorties, c'est que le pilotage au niveau du rythme, ça va vraiment bien, mais il me manque cette capacité à rester concentré et à rouler patiemment pendant de longues heures. Donc, compte tenu des options disponibles, j'ai décidé de rester ici, localement. Je vais tout simplement faire une pause de cette vie passée à voyager avec des valises, à dormir à l'hôtel et tout ça, et je vais m'entraîner pendant ce temps-là à la montagne. Je me suis bien entraîné, c'était bien. Je me sentais vraiment bien avant de partir pour le Dakar. Au Dakar, mon intention était simplement de commencer un peu plus prudemment, de me donner le temps de trouver mon rythme et ensuite tout simplement d'accélérer sur la fin. Voilà. L'année dernière, moi, je suis parti comme un cheval de course sur les premières étapes et même si j'étais plutôt bien placé, ça ne servait à rien puisque je n'ai pas atteint l'arrivée. Donc, en prenant tout cela en compte
J'ai décidé de me concentrer sur le fait d'être le mieux préparé possible physiquement, d'être aussi reposé que possible et d'avoir tout simplement le plus d'envie possible de rouler dans le désert afin de ne pas être fatigué d'une quelconque manière. Et alors, eh bien, ça s'est passé comme ça s'est passé. J'ai bien roulé. Je pense que le classement était encore suffisamment ouvert pour qu'il soit vraiment possible d'obtenir une très belle place. L'année dernière, à chaque étape, j'ai eu des dizaines de situations dangereuses et d'aventures. Cette année, là, je n'en ai eu qu'une seule et malheureusement, elle a mis fin à ma participation au rallye. Mais bon, qu'est-ce qu'on y peut? C'est encore une leçon, on peut en tirer de nouveaux enseignements. La préparation que j'ai faite cette fois-ci était complètement différente. Elles avaient certainement quelques points faibles, mais c'est la vie. On ne peut pas tout contrôler. Il y a aussi des choses sur lesquelles on n'a aucune influence et qui impactent le résultat. Donc pour moi, c'était comme ça. J'ai eu cette possibilité, j'ai pris cette décision. J'étais satisfait de ma préparation. Le Dakar ne s'est pas bien passé pour moi, mais malheureusement, c'est comme ça que ce rallye est, et tant pis. Il faut simplement encore un peu pousser et essayer à nouveau. Chaque année, presque la moitié des participants ne terminent pas le Dakar car ce sont pratiquement les statistiques. C'est comme ça, malheureusement. Euh, donc je voulais ici, je sais que ce n'est pas un sujet agréable à aborder, mais je voulais quand même revenir sur ce qui s'est passé parce que je pense que peu de gens sont vraiment conscients de ce qui s'est réellement produit dans ce désert cette année. Et pourquoi n'as-tu pas pu aller jusqu'au bout? Est-ce que tu te souviens de tout cet accident? Oui, eh bien, l'accident, c'est la chose la plus drôle. Enfin, la plus drôle, en fait, le truc, c'est que il n'y a même pas eu de vraie chute sérieuse ni de gros chocs contre le sol, pas du tout. La situation était la suivante. En roulant tranquillement sur une route de gravier, sans grande aventure, tout à coup, il y a eu des accumulations de sable soufflées par le vent. Et donc, à force de traverser ces accumulations de sable, la première, la deuxième, la troisième, la huitième, la dixième, finalement sur l'une d'elles, j'ai été projeté de telle sorte que mes jambes sont parties en l'air. J'ai fait d'un Superman sur le guidon. J'ai réussi à revenir sur le siège, sans passer par-dessus le guidon. Et quand j'ai atterri sur ce siège, évidemment, j'avais les jambes pendantes sur le côté. Je n'ai même pas eu le temps de les remettre sur les repose-pieds. Tout s'est passé si vite. Et donc, avec la moto lancée à toute vitesse, après tout ce remue-ménage, j'ai atterri sur ce siège. Et dans le désert, il y a très souvent ces fissures où la terre s'écarte. En général, ça aime ensuite s'effondrer. Et là, c'était tout simplement en forme de V. Moi, avec les jambes à l'extérieur, juste après avoir maîtrisé la moto, je n'ai même pas eu le temps de reprendre mon souffle. J'ai reçu un tel choc que toute ma colonne vertébrale s'est tout simplement comprimée. Et alors, je me suis arrêté. Tout est devenu noir devant mes yeux. Je me suis arrêté pour souffler un peu, pour reprendre mes esprits et voir ce qui se passait. En gros, je me suis arrêté à côté de la moto, je suis descendu. Tout semblait aller bien, donc malgré l'inconfort, je me suis dit, et alors, je vais essayer d'avancer encore un peu. Peut-être que ce genre de choc de compression arrive assez souvent en général et qu'après un moment, en règle générale, tout passe, que le corps recommence à se sentir normalement. Mais là, simplement en roulant tout droit, ma jambe droite ne cessait de glisser du repose-pied encore et encore. Et non, même en essayant de me tenir sur les repose-pieds, je n'arrive pas à contrôler cette jambe comme ça. Je dois me suspendre au guidon sur les bras parce que la jambe gauche arrive encore à faire quelque chose, mais la droite, rien du tout. Les muscles ne se contractent pas. Il n'y a aucune force dedans. Et c'est comme ça que je suis arrivé lentement au bivouac. Là-bas, on m'a fait un scanner, j'ai parlé avec le médecin, je suis allé chez le kiné, etc. Mais le matin, en gros, le mouvement d'abduction pour pouvoir monter sur la moto était complètement impossible. En général, si quelqu'un me pinçait ou me touchait, je sentais quelque chose, mais en tout cas, je n'arrivais pas du tout à contrôler cette jambe. Et comme ce n'était en fait que le début du rallye et que tout ne faisait que commencer, j'ai décidé de ne pas prendre de risques parce qu'une chute là-bas, même si elle semble insignifiante, peut vraiment très mal finir. Et tu sais, risquer d'avoir une paralysie de la jambe à vie, j'ai décidé que ça n'en valait tout simplement pas la peine. Et tu sais, le Dakar a lieu chaque année, alors que la vie et la santé, on n'en a qu'une. Donc, que je le veuille ou non, je pense que c'était la seule décision raisonnable que je pouvais prendre à ce stade du rallye. Je t'ai vu rouler toute la saison avec un bras cassé, donc je sais que tu n'es pas du genre à abandonner, ni même, on pourrait dire, à savoir comment faire. Donc, tu as aussi dû apprendre cela pendant de nombreuses années, disons à travers des expériences douloureuses.
Eh bien, le désert, tu sais, le désert a vraiment remis les choses en perspective et c'est justement là que, sous cet aspect, ces rallyes t'apprennent très, très vite à quel point l'homme est petit et faible face aux éléments. Parce que lors d'une course de motocross, tu peux te surpasser en enduro aussi, mais ici, ça dure 2 semaines et vraiment, en plus de toute mon histoire médicale, tout ce que mon corps a déjà dû endurer. Tout simplement non, je ne voulais pas prendre un autre saut de médicaments contre la douleur et risquer d'avoir de plus gros, de plus graves problèmes de santé. Comme je le dis, si tout va bien, s'il y a l'envie et la possibilité, le Dakar a lieu chaque année, n'est-ce pas? Et la santé, si on s'emballe trop et qu'on en fait trop, tu sais, on peut repousser ses limites, mais il faut aussi savoir garder la mesure. J'ai lutté pendant de nombreuses années avec des blessures, j'ai roulé avec différentes blessures, et ici, tout simplement, le bon sens a fini par prendre le dessus. Et je ne cache pas non plus que je pense être capable d'obtenir un bon résultat dans ce genre de rallye. Et c'est pour ça que je veux me battre. Mais rouler à l'arrière, blessé, à moitié conscient, en cherchant encore une meilleure chute, ça n'a tout simplement aucun sens. Donc le Dakar peut briser même le plus grand des durs. Tu sais, je crois que le Dakar peut briser tout le monde, non? En général, c'est un rallye justement fait pour te pousser à bout. Là-bas, tout le monde traverse des moments de crise. Je pense qu'il n'y a personne qui puisse se préparer à tenir 14 jours à fond. Tout le monde a des crises et c'est celui qui a le mental le plus fort et qui peut endurer le plus qui va plus loin et obtient tout simplement de meilleurs résultats. Comme tu l'as dit, le Dakar peut briser n'importe qui. Tu en as déjà fait l'expérience douloureusement plus d'une fois, mais malgré cela, tu es toujours attiré par le désert. Tu veux encore y retourner? Explique-moi ce qu'il en est, parce que franchement, tous ceux qui y sont allés une fois, c'est difficile de ne pas les voir y retourner pour essayer de régler leur compte, et même une fois que c'est fait, ils veulent encore améliorer leurs résultats. Oui, c'est vrai, ça te prend, ça t'attrape vraiment fort. Non, je ne saurais pas te dire en quoi consiste ce phénomène, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, que tu réussisses ou non. Dès que tu rentres à la maison, tu te demandes toujours à quoi bon tout ça. L'abattoir, c'est vraiment, tu sais, de la torture, non? Il faut, il faut vraiment avoir une énorme résistance à la douleur, à la fatigue, à tout ça, et je ne sais même pas si je le referais. Quand je suis arrivé en 2019, je me suis dit, bon, je l'ai fait, j'ai une place pas trop mauvaise et je n'y retournerai plus. Mais 6 mois passent et tu sais, finalement, on se dit quand même non, j'essaierai bien encore une fois. Oui, c'est absolument certain, il y a un énorme et puissant magnétisme là-dedans, mais ce que c'est exactement pour l'instant, je ne peux absolument pas te le dire, pas encore. D'accord, donc il faut encore quelques bons Dakar, peut-être alors. Même si je pense qu'en regardant Peter Hansel ou d'autres gars qui y sont toute leur vie, eux non plus ne savent probablement pas. C'est justement ça qui est intéressant, non? Les gars ont 50, 60 ans et ils continuent de venir, donc je ne sais pas. C'est vraiment le sommet des courses off-road, non? Et même si c'est ultra difficile là-bas, les gens veulent venir et il n'y aura jamais de pénurie de personnes prêtes à participer à ce rassemblement. On verra. Bon, pour l'instant, je n'ai que 4 départs et une seule arrivée, également à la 16e place. Je pense qu'il y aurait une chance de faire mieux. Pour l'instant, il y a toutes les complications possibles, mais même en regardant cela du point de vue de mes années à moto, eh bien, un jour, toutes ces séries de chutes et de blessures prennent fin et de meilleurs jours arrivent. Donc j'espère que ce sera pareil avec le Dakar. Alors raconte, parce que tu as failli perdre la vie une fois dans le désert lors de tes débuts. Et maintenant, on peut presque dire que tu as failli risquer une paralysie de la jambe. Parce que c'est comme ça. Les faits sont difficiles à accepter, c'est vrai. Donc voilà ma question. Tu n'as pas peur d'y aller? En général, à quoi tu penses avant un autre Dakar quand tu pars là-bas? Parce que tu as déjà parlé de la première fois, mais quand il y en a d'autres, alors? Donc tu n'as pas peur. Tu sais, en général, il faut avoir peur quand on y va, non? C'est un peu ça le truc. C'est un peu ça, tout le monde a peur, tout le monde a peur et personne ne sait. En fait, tout le monde a peur et ceux qui n'ont pas peur, eh bien, l'histoire de ceux qui y sont morts est aussi vraiment longue, n'est-ce pas? Donc je pense que c'est tout simplement naturel et nécessaire d'avoir peur et de ressentir du respect pour le désert. Mais je crois que le défi en lui-même est tout simplement tellement incroyablement difficile et qu'il y a si peu de gens qui arrivent au bout chaque année que c'est tout simplement ça qui est le moteur. Et alors, ce sont tout simplement les compétitions les plus importantes, n'est-ce pas? Tu peux gagner tout le reste autour, mais celui qui gagne le Dakar, c'est le plus grand, non?
Et c'est vraiment comme ça. Peu importe si quelqu'un vient du motocross, du supermoto ou du hard enduro, quand il a 40 ans, il veut se retrouver là-bas, n'est-ce pas? Par exemple, David Knight est un bon exemple. Il a gagné l'Erzberg, il a des titres de champion du monde d'enduro et ainsi de suite. Et alors, et maintenant, après une telle pause, après quelques opérations, des prothèses, il revient, oui, et il va aussi refaire un tour maintenant et essayer de s'intégrer à ce groupe pour pouvoir encore rouler là-bas. Donc, tu vois, c'est tout simplement la classe élite, non? Et ça, personne ni rien ne changera vraiment. Ce rallye dure depuis tant d'années. C'est une telle légende qu'il le restera sûrement. Et c'est certain que ces résultats au Dakar sont les plus précieux et les plus appréciés par tout le monde, par les concurrents, par les supporters, par les médias. C'est vrai? Bon, alors pour conclure, parce qu'ici, On tremble un peu. alors peut-être que tu pourrais encore dire à ceux justement à qui tu disais qui viennent du motocross, de l'enduro et d'autres sports, à ces gars et ces femmes qui rêvent du Dakar, dis-leur, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut la peine de sacrifier de l'argent, la santé, juste pour voir et vivre ça? Oui, ça vaut le coup. Tu sais, ça vaut la peine de réaliser ses rêves, non? Il faut avoir des objectifs dans la vie, viser quelque chose et c'est certainement, c'est une aventure. Je pense que c'est un peu comme faire le tour du monde en bateau ou gravir des sommets de 8 000 mètres. Non, vraiment, peu de gens décident de le faire, peu de gens s'en sortent indemnes et je pense que ça en vaut la peine. C'est certainement quelque chose. On n'a qu'une seule vie, donc il faut voir le plus de choses possible, essayer le plus de choses possible. Si quelqu'un aime les motos, les voitures et ce genre de défis, alors ça vaut vraiment le coup. Il faut foncer et essayer d'y arriver. Eh bien, vous l'avez entendu, il vaut la peine de réaliser ses rêves et d'aller au bout de ses envies. Adam, nous te souhaitons avant tout la santé et aussi de réaliser encore beaucoup de tes rêves et objectifs, car je sais que cette liste contient encore quelques points intéressants, alors on croise fort les doigts pour toi. On verra comment ça se passera. Merci beaucoup. Merci.